L'exercice d'aujourd'hui, c'est de parler pour moi toute seule, sans interview. Et de vous parler de mon parcours chamanique. Coucou Karine. Voilà, ça serait bien, ouais, c'est cool. Merci. Donc, je vais vous parler de mon parcours chamanique du début où ça a commencé jusqu'à aujourd'hui, où ça fait partie de mon quotidien. Et vous pouvez arrêter de parler fort, s'il vous plaît. Parce qu'on vous entend quand même, je pense. Voilà. Donc, aujourd'hui, voilà ce qu'on va élaborer, on va parler de mon parcours. Je vais vous raconter un petit peu comment le chamanisme est venu à moi et qu'est-ce que c'est pour moi le chamanisme et comment il intervient tous les jours dans ma vie quotidienne. Faut savoir que le chaman, c'est quelqu'un de la vie quotidienne. Donc, c'est quelqu'un qu'on allait consulter pour avoir des informations de la vie quotidienne. Est-ce que c'était bon de manger ça? Est-ce que c'était pas bon de manger ça? Quand est-ce qu'on pouvait aller chasser? Quand est-ce que c'était opportun? Est-ce qu'il y avait assez d'animaux? Est-ce que je pouvais épouser quelqu'un? Il avait tout un rôle plus que spirituel. Donc voilà, je me définis pas comme chaman, hein, je me définis comme pratiquante de chamanisme maintenant depuis peut-être une quinzaine d'années. Sachant que c'est le chamanisme qui est venu à moi de façon, on va dire, naturelle. Quand j'étais enfant, j'avais beaucoup de rêves. Alors déjà, il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'est que je suis morte une fois à 10 mois de grossesse. Ma mère avait 10 mois de grossesse, donc elle ne me sentait pas dans son ventre. Et je suis morte une fois, étranglée par mon cordon ombilical. Et je suis revenue à la vie déjà depuis la naissance. Donc, on dit que les êtres, les hommes et les femmes médecines, viennent au monde en mourant une première fois, voire une deuxième. Ce qui était assez marrant, c'est que ma maman me racontait beaucoup que il y avait souvent des chauves-souris qui rentraient toujours dans ma chambre et qui volaient au-dessus de mon berceau. C'était assez marrant parce que les chauves-souris, le symbole de la chauve-souris à l'envers, c'est le symbole de la personne qui regarde les choses dans l'autre sens. Donc déjà, il y a un premier animal qui est venu à moi, c'est les chauves-souris, de façon naturelle, déjà à ma naissance. Et donc, ça volait au-dessus de mon berceau. Puis au fur et à mesure des années, comme j'avais des capacités, mais que je ne pouvais pas en parler, je rêvais, entre autres, d'animaux chamaniques, et principalement du jaguar. Et arrivé vers mes 13-14 ans à peu près, le jaguar est venu dans mon rêve voir. J'étais devenue un jaguar et que je me baladais dans ma salle de classe. Alors, c'était assez rigolo comme expérience. Les années sont passées, toujours des visions et des visions en rapport avec les animaux et en rapport avec les chefs médecines que je ne connaissais pas. Qu'il y avait par exemple des chefs médecines ou des guerriers Lakota ou enfin autres. Donc je donnais des noms et j'essayais de regarder l'information, j'essayais de me renseigner, surtout sur le jaguar. À mes 20 ans, ma grand-mère me payait un billet d'avion aller-retour au Mexique, dans la région du Yucatan, dans le temple de Chichen Itza, et je me sentais comme chez moi. Je suis montée dans l'intérieur du temple de Chichen Itza, et à l'intérieur du temple de Chichen Itza, il y a un siège, une espèce de plateau, de siège, qu'on appelle le siège du jaguar,
je sais plus exactement le terme, mais en tout cas, c'était assez marrant. Je me souvenais un petit peu, de me disais, mais je connais les lieux, je sais que en frappant des mains à un certain endroit, ça fait le bruit du phénix. Enfin voilà, il y avait des coïncidences où je reconnaissais les lieux. Arrivé à quelques années après, où j'étais en concubinage, je me suis retrouvée dans une difficulté énergétique à cause d'un soin énergétique qui s'est mal déroulé. J'avais presque un état on va dire, de schizophrénie. Et j'entendais des voix H24 et je me sentais très mal. J'ai perdu 10 kilos en moins de 3 mois. J'étais très 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 mal à cause d'une personne qui m'avait fait un soin énergétique, soi-disant. Coucou Cathy. Et du coup, je me suis retrouvée plus que très très mal. Ce à quoi j'ai demandé de l'aide parce que j'avais besoin de me sortir de la situation. À force d'entendre cette chose me parler tout le temps, je voulais sortir de cette situation, donc j'ai prié à l'aide et je suis tombée sur des gens qui m'ont aidé du côté de Troyes. Et puis, je suis tombée par la suite sur une dame qui pratiquait le chamanisme. Et je lui ai expliqué, j'ai dit, écoute, voilà, depuis mon enfance, il s'est passé ça, 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 je rêve d'hommes et de femmes médecine, je rêve d'animaux, je rêve, enfin voilà, je sens le contact avec les animaux, avec la nature. Il faut savoir que j'ai fait des études dans l'environnement. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la nature. J'ai été très proche de la nature depuis mon enfance. Comme j'étais très solitaire, et j'allais dehors et je passais mes journées dehors, au contact de la nature. Et donc, pour moi, ça faisait partie d'un tout. Ce qui fait que je me suis retrouvée donc avec ce problème. J'ai rencontré cette dame et cette dame, je lui ai expliqué un petit peu. Coucou Steph. J'ai rencontré cette dame et je lui ai expliqué que j'avais des visions, que je voyais des hommes médecines, des animaux totems, principalement le jaguar, que j'avais rêvé que j'étais un jaguar et que quand j'avais été au temple Chichén Itzá, il y avait le jaguar. Alors, le jaguar, c'est pas forcément un animal totem occidental, mais en tout cas, c'est le jaguar qui est venu à moi. Le premier animal totem. Par la suite, cette dame me dit, écoute, je pense que tu devrais t'orienter sur du chamanisme. Et à l'époque, je ne savais pas du tout ce que c'était le chamanisme. Donc, j'ai commencé avec un petit livre qui s'appelle Voyage chamanique, où on a une piste de lecture de 10, 20 et 30 minutes, dans lequel on nous apprend vite fait, succinctement, faire du voyage chamanique. Donc, pendant quelques années, j'ai fait de façon autodidacte des voyages chamaniques pour tout et rien. Et du coup, par exemple, je vais vous donner un exemple. En chamanisme, on dit que tout a un esprit. La voiture a un esprit, la maison a un esprit, tous les objets ont un esprit. Donc, on va aller rencontrer l'esprit de cet objet, l'esprit de cette maison, l'esprit de la voiture, par exemple. Donc, par exemple, j'ai fait le test, j'ai fait l'exercice d'aller rencontrer l'esprit de ma maison à l'époque. Et puis, du coup, j'ai appris des choses sur ma propre maison, qu'elle se sentait bien, qu'elle se sentait pas bien. Enfin, après, on peut voyager pour quelqu'un d'autre, c'est-à-dire rentrer en contact avec l'esprit. Par exemple, si quelqu'un n'arrive pas à avoir, ne se sent pas bien dans sa maison, on va aller rencontrer l'esprit de sa maison et du coup, ou le gardien de ces lieux, et du coup, on va essayer de comprendre pourquoi la personne ne se sent pas bien ou n'arrive pas à vendre cette maison. Et du coup, on lui donne l'information comme quoi, voilà, il se passe ça et ça et ça, il faut faire ça et ça et ça dans ta maison pour débloquer les choses et pour que la maison se vende ou que tu te sentes mieux dans la maison. Donc ça, c'est une première approche pour tout et rien. Et
En fait, on apprend à son esprit à voyager. Au départ, ça paraît bizarre, parce qu'on vous pensez que c'est votre mental qui travaille. Et après, vous vous rendez compte qu'en fait, quand vous avez des confirmations et que vous appelez les gens et que vous confirmez des choses, eh bien, au final, ce n'est pas que le mental. Donc, ça veut dire que la frontière du chaman est mince, en fait, entre il peut partir dans un autre monde, etc. Donc, j'apprends comme ça, de façon autodidacte. Je continue à lire des livres, je continue à me renseigner, voilà. Et puis, je m'aperçois que, bon, j'habitais en Sologne à l'époque, je m'aperçois que, pas très loin de chez moi, il y a des stages de chamanisme. Des stages de chamanisme, du coup, qui m'ont permis de valider, entre guillemets, ce que je savais déjà. On apprend, du coup, à voyager, on apprend à se métamorphoser. Bisous. Oui, ma Hélène. On apprend à se métamorphoser. Alors, apprendre à se métamorphoser, c'est-à-dire devenir l'esprit animal. Donc, la première chose qui est assez rigolote, c'est qu'on m'a demandé de me métamorphoser en un animal. Je ne savais pas du tout quel animal allait se métamorphoser. Et c'était assez marrant parce que pendant la métamorphose, je voyais aussi les autres qui étaient des animaux. C'est-à-dire que lui, je lui disais, toi, t'es un ours, toi, t'es un ci, toi, t'es un ça, toi, t'es machin. Et moi, j'étais un... Ben, je vous ferais rire, j'étais un sanglier. Et c'était rigolo parce que c'était l'hiver, il faisait froid. Et j'étais en t-shirt dehors, en train de chercher le sol et d'essayer de trouver à bouffer. Dans ma tête, je savais que j'étais pas un animal, mais j'avais cette espèce d'instinct. Et ce qui était rigolo, c'est que je voyais que ma vision, comme un sanglier, qui était vraiment très obtus, et que j'avais pas froid. Et alors que j'étais en t-shirt. Quand je suis sortie de la métamorphose, ça m'a fait drôle parce que je me suis dit, oh punaise, ça caille. Donc c'était assez marrant. Et je savais, par exemple, toi, je savais que tu étais un ours, toi, je savais que tu étais ci, toi, je savais que c'était ça. C'était assez rigolo. Il y a eu d'autres choses où on apprend ce qu'est le recouvrement d'âme. Alors le recouvrement d'âme, c'est aller chercher, parce qu'en fait on nous dit dans le chamanisme qu'on a des morceaux d'âme éparpillés partout, et que l'objectif c'est de rassembler tous ces morceaux pour que son âme soit complètement, si on possible, à 100%, ce qui dans ce monde est très compliqué d'avoir. Mais en tout cas, pour aller chercher ces morceaux d'âme, ça peut être emprisonné quelque part. Ça vous paraît peut-être bizarre, mais en gros, ça peut être dans n'importe où, n'importe comment et emprisonné. Donc on va chercher les morceaux d'âme et on va recouvrir et on remet l'âme dans la personne. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre aussi? Donc ce que je vous avais dit, là, de se connecter aux esprits. On apprend aussi qu'en chamanisme, on a 3 niveaux. On a le premier niveau en bas, qui est le niveau où on va rencontrer ces animaux totems. Le deuxième niveau où c'est ce qu'on voit là aujourd'hui, mais c'est-à-dire que, par exemple, vous voulez balader dans la forêt et il y a le petit peuple, ce qu'on appelle le petit peuple, les Korrigans en Bretagne, par exemple, ou les fées, les lutins, enfin tous ces êtres de la nature que vous voyez dans cette superposition du niveau du milieu. Et le niveau supérieur, qui est celui des guides, des ancêtres, etc. Donc le premier niveau que vous apprenez, c'est de rencontrer votre animal totem, sachant que vous avez 9 animaux totems, et je dis bien 9, qui évoluent au fur et à mesure des années. Et donc, je vous le donne en 1000, mon premier animal totem, c'est évidemment le jaguar. Le premier animal totem est celui qui vient vous rendre visite dès votre naissance, et c'est celui qui vous accompagne de la naissance jusqu'à la mort. Les autres aussi, mais les autres peuvent évoluer. Par exemple, vous pouvez avoir un cerf, et le cerf, il est marron au départ, et puis il devient blanc. Voilà, au fur et à mesure de son évolution, votre évolution, il évolue aussi avec vous. Et votre animal totem, c'est comme un guide. Votre animal totem, c'est par exemple le jaguar, qu'est-ce qu'il va apporter? Le loup, qu'est-ce que le loup va apporter dans ta vie?
Alors, il suffit, quand tu voyages et que tu vas rencontrer le loup, par exemple, tu vas lui demander de quoi a-t-il besoin. Parfois, il a besoin que vous lui donniez quelque chose qui vous appartient. Alors, lui donner, pas au sens physique, lui donner quelque chose, soit le représenter à la maison, soit faire un petit hôtel pour lui, soit lui donner votre parole parce qu'il n'a pas votre parole, soit des choses en fait qui ne sont pas physiques, entre guillemets. Et en échange, il va vous donner une capacité. La capacité du loup, en général, c'est d'être leader. Si vous avez, par exemple, besoin et que vous avez un entretien d'embauche pour un poste de responsable, vous avez demandé au loup de vous apporter son côté leader. Et c'est lui, avec son énergie, qui va vous apporter cette capacité supplémentaire. Si par exemple, vous êtes dans un endroit où vous avez l'impression d'étouffer, il faut demander au totem de l'éléphant, qui prend énormément de place. Comme ça, vous étoufferez beaucoup moins autour du monde. Et alors, les animaux totems, c'est une chose. Et puis, vous avez les animaux alliés qui sont là de temps en temps, qui arrivent de temps en temps, vous prêtez main forte à un moment alpha, dans une situation particulière. Vos animaux totems sont vraiment là pour vous guider et sont vraiment là pour vous apporter une capacité supplémentaire. Puis vous pouvez rencontrer donc le monde du milieu, ça c'est les fées, les lutins, tout le petit peuple éthéré, les dragons. Vous pouvez même avoir comme animal totem un dragon, une licorne, ça paraît peut-être bizarre, mais ça peut arriver. Et puis au-dessus, vous avez les guides et les ancêtres. Il ne faut pas oublier que les ancêtres sont hyper importants. Et sachant que vous pouvez passer de monde à monde, vous pouvez même faire des choses sur vos ancêtres. Par exemple, il m'a été demandé de faire alors je suis en train de chercher le terme. De faire une extraction chamanique sur un de mes ancêtres écossais. Et à l'époque, quand on m'a demandé ça, je ne savais pas ce que c'était une extraction chamanique, donc j'ai demandé à la personne qui m'enseignait le chamanisme. Puis elle m'a expliqué, mais après je suis partie en voyage pour aller extraire quelque chose de négatif à mon ancêtre, alors qu'il était plus doucement, pour qu'il soit libéré. Et pour libérer la lignée. Voilà. Il y a plein de choses, il y a plein de possibilités. Il y a plein de possibilités de voyager, de rencontrer, etc. En fait, il n'y a pas de limite, sauf la seule limite que vous vous posez, c'est celle de votre mental. Et quand vous vous dites, mon mental, il travaille. Donc, par la suite, du coup, j'ai continué à faire ces différents voyages chamaniques. À force, on finit par s'entraîner. Alors, ce qui est rigolo, c'est que, contrairement à ce qu'on croit, il peut y avoir des choses physiques qui arrivent aussi dans son corps. Pour vous raconter, j'ai lu Full Scroll, qui était un homme médecine très très intéressant. Il avait la capacité en fait de sortir curieusement de son corps, d'une situation. Je vais vous raconter un truc. Quand il faisait des guérisons, Full Scroll demandait toujours à ses élèves, entre guillemets, ou à tous les autres autour, de l'enrouler dans un drap et de le mettre un cordage hyper serré autour de lui. Et quand le soin chamanique était terminé, techniquement, il n'aurait pas pu sortir de cet emballage, on va dire. Et du coup, on le voyait à l'extérieur. Il a même disparu pendant 5 jours. On ne sait pas pourquoi. Il s'est enfermé dans son tipi et il a disparu pendant 5 jours. Et ils ne l'ont pas retrouvé. Et le 5e jour, ils l'ont retrouvé. Il se passe donc des choses qui sont en dehors du physique. À croire ou à pas croire. Mais en tout cas, cet homme médecine-là a fait des guérisons miraculeuses. Et donc, il a été dans les capacités extrêmes, quoi.
Donc, comme je faisais des voyages chamaniques, j'étais un petit peu plus loin. En gros, le chamanisme, pour vous dire, c'est comme si c'était la religion. Et moi, j'ai été enseignée à la Voie Rouge Lakota, c'est-à-dire que Voie Rouge, la voie, les différentes voies, la voie Lakota, la voie Cherokee, enfin chacun a sa manière de voir, qui sont à peu près tous identiques, ou alors la voie mongole, enfin bon voilà. Les différentes voies, qu'est-ce que je voulais dire? Donc moi, j'ai été enseignée à la voie Lakota. La voie Lakota, c'est des 4 ans intenses où on fait régulièrement des huttes de sudation. Des huttes de sudation, mais il ne faut pas croire que c'est du sauna. On est souvent une vingtaine en cercle sur deux étages. Ça fait 1 et 2. Et au milieu, on a les pierres chaudes qui ont été chauffées par le fireman. Le fireman qui s'occupe des pierres, il est là à l'extérieur pour chauffer au maximum les pierres. Et une fois que la pierre elle est rentrée, on rajoute de l'eau chaude et ça fait de la vapeur, mais une vapeur qui peut être autour de 100 degrés au centre du tipi. Et bien sûr, si plus on recule, moins la température. Et puis, bien sûr, après, c'est tout fermé. La première fois où j'ai fait ma hutte de sudation, comme je suis une ancienne asthmatique, j'ai fait une crise d'asthme. Et je suis tombée dans les pommes. Parce que mon mental ne voulait pas lâcher. Il faut savoir que dans la Voie Rouge Lakota, quand on fait des huttes de sudation, il y a 3 portes. D'abord la porte physique, la porte du mental, la porte spirituelle. Et on peut rajouter une dernière porte, c'est la porte du fireman. À partir du moment où on sort du tipi, on ne peut plus revenir à l'intérieur. Et il faut savoir, donc, moi je me suis évanouie parce que je ne voulais pas lâcher prise. Et en fait, les huttes de sudation vous mettent dans des conditions physiques extrêmes qui fait que vous ne pouvez plus utiliser votre mental. Et donc à partir de ce moment-là, vous êtes obligé de lâcher. Obligé de lâcher le mental. Et c'est à partir de ce moment-là que tout arrive. C'est-à-dire que toutes les informations vous arrivent. Et en plus, on faisait des chants Lakota. On battait du tambour tout en chantant, tout en transpirant, tout en se lavant. C'est comme si ça vous lavait à l'extérieur, mais ça vous lave aussi à l'intérieur. Vous avez l'impression que vous vous lavez même les os, tellement que c'est puissant. Je suis sortie quelques fois. J'ai même fait une hutte de sudation enceinte de ma fille. Je suis sortie quelques fois et curieusement, quand je suis sortie, j'ai vu aussi des choses dans le feu. J'ai vu des informations dans le feu. Le feu, il y avait des mots et des phrases qui étaient affichées dans le feu. Par exemple, j'avais lame deer et je ne savais pas ce que c'était lame deer, que j'ai vu affiché dans le feu lame deer. Je ne savais pas ce que c'était. J'ai demandé à mon amie Marjolaine, qui faisait aussi des huttes de sudation, de me dire ça veut dire quoi lame deer. Et puis elle me dit ça veut dire d'un sauvage ou un truc comme ça. Sauf que il y a un homme médecin qui s'appelle Archie Firelamdi qui a écrit un livre. Et en gros, on était en train de me dire regarde ce livre, lis ce livre, parce que tu vas apprendre des choses. En lisant ce livre, je me suis dit, mais ça ressemble vraiment à ce qui s'est passé pour moi. Sachant que l'Aimdir, était un homme médecine Eyoka. Eyoka, ça veut dire un homme médecine un peu clown, c'est-à-dire un homme contraire. C'est-à-dire qu'en gros, il s'habille en femme parce que pour s'amuser. En fait, on fait un homme contraire, c'est on fait les choses à l'envers des autres. On n'est jamais comme les autres. Et quand on te demande un truc, on fait tout l'inverse. Et c'est sa manière à lui de soigner. Donc, les Eyoka
sont très respectés parce qu'ils ont une manière de voir les choses complètement différente des autres. Donc, je lis un truc sur Archie Fire-Lamdir et je m'aperçois que les hommes médecine sont des gens qui déjà sont morts une fois dans leur vie. Donc, naissance et renaissance, ont ressuscité, ont fait des EMI, à savoir que ceux qui font des EMI, ceux qui sont pas loin de la mort, quand ils reviennent, ils ont des capacités médiumniques supérieures, donc on peut considérer ça comme des hommes médecine. Et du coup, je me suis aperçue de quelque chose, c'est-à-dire que Archie Fire-Lamdir explique aussi que les hommes médecine ont été touchés par le Wakinyan Tanka. Wakinyan Tanka, c'est l'esprit tonnerre. Ça veut dire que dans leur vie, ils ont été touchés par la foudre, et dans leurs rêves, ils ont été touchés par la foudre. Et je me suis souvenu d'un truc, c'est que 2 fois dans ma vie, la foudre est tombée sur ma voiture et ma maison. Et 3e fois, j'ai rêvé de la foudre quand j'ai commencé le chamanisme. Et je me suis dit, waouh, en fait, ça relie vachement à ce que j'ai vécu. Tout ça, j'ai continué. J'ai fait les huttes de sudation. J'ai fait les huttes de sudation enceintes. Et derrière la hutte de sudation, c'est ce qu'on appelle la quête de vision. La quête de vision, c'est 4 jours, 4 nuits, sans manger, sans boire. Donc toujours pour vous mettre dans un état extrême, pour vous faire lâcher le mental. Donc, vous fabriquez votre propre carré de tobakotai. Donc, les tobakotai, c'est des petits sachets dans lesquels on met du tabac, le tabac étant considéré comme une plante sacrée, et dans lequel on met 101 intentions. Pourquoi 101 ? 101, ça fait le 1, le 0 et le 1. Fait, c'est le passage de la porte. Donc, au bout de 4 ans, vous faites des huttes de sudation, vous êtes censé faire 4 huttes de sudation minimum pour faire la dernière étape que je n'ai pas fait, qui est The Sun Dance, la danse du soleil, extrémiste, 4 jours, 4 nuits, sans manger, sans boire, à danser en plein été. Courage. À savoir que les hommes ont derrière eux des crochets pour leur faire apprendre la douleur, et que les femmes sont exemptées puisque elles ont accouché, donc elles sont exemptées de cette douleur. Déjà, les huttes de sudation, c'est extrême. Déjà, les quêtes de vision, c'est extrême. Mais ça vous apprend que vous pouvez lâcher le corps et laisser votre esprit vagabonder. Et votre esprit reçoit des informations importantes pour vous, personnellement, ou pour quelqu'un parce que vous êtes, par exemple, vous avez fait une quête de vision parce qu'il y a quelqu'un dans votre vie que vous aimez beaucoup et qui a, par exemple, un cancer, et vous pouvez avoir des informations pour l'aider soit à passer de l'autre côté ou soit à le soigner. Parce que tout est juste. Du coup, j'ai commencé aussi, je me suis dit, bon, j'ai commencé avec un tambour. Il faut savoir que le tambour est un outil dont le rythme donne l'impulsion, et l'impulsion de ce rythme vous donne comme si c'est, on appelle ça le cœur de la terre. Le cœur de la terre, c'est le rythme du tambour. Je vous montrerai un tambour tout à l'heure. On fait le cœur de la terre, donc c'est le rythme du tambour. Coucou! Le rythme du tambour, ça vous met dans un état θ. L'état θ, c'est l'état dans lequel vous êtes quand vous commencez à vous endormir, mais vous n'êtes pas encore en train de vous endormir. C'est ce que les gens appellent l'état hypnotique. Mais sauf que les chamans, le chamanisme et tous les hommes médecine ont déjà commencé avec l'état θ. Ils sont obligés d'être dans cet état. Et donc l'état θ, c'est celui qui vous relie à l'autre monde tout en étant conscient que vous êtes encore ici. D'accord ? Donc grâce au tambour, on peut être en état θ. Dans d'autres civilisations, on ne peut pas utiliser le tambour à cause de l'humidité.
Donc, on utilise les hochets. On utilise les hochets qui vous permettent, alors dans en Amérique centrale, on vous permet généralement avec le hochet de partir. Qu'est-ce que je veux dire? Et oui, il y a aussi le fait que en Amérique centrale, ils utilisent les plantes pour partir en voyage, dont le pescol, l'ayahuasca, qui pour moi, c'est quelque chose d'assez dangereux. Il faut que vraiment que ça soit accompagné. Donc, il faut vraiment avoir quelqu'un, parce qu'il faut savoir que pour l'ayahuasca ou le pescol, il faut, je crois, 1 mois de diète, ne manger que du riz et de la banane pendant 1 mois, pour vous mettre en condition, et enfin prendre la plante. Il y a beaucoup trop de tourisme en ce moment par rapport à ça, et les gens disent oui, j'ai fait le test de l'ayahuasca, qui est le plus connu, et c'est hyper dangereux, j'ai failli péter un câble, devenir schizophrène, etc. Ça, c'est des gens qui ont fait du tourisme spirituel, je suis désolée de dire ça, et qui ne s'étaient pas préparés avant, n'avaient peut-être pas été faire des expériences extrêmes, au moins de sudation, de quête de vision, etc. Et du coup, ils n'avaient pas préparé leur corps à subir ce genre de choses, ainsi que leur esprit. Et ils se retrouvent à péter un câble. Donc, c'est un peu dangereux, et il faut vraiment tomber sur un homme médecine qui vraiment ne fera pas n'importe quoi avec vous. Donc, je vais vous montrer mon tambour. Alors, j'en ai plusieurs. Mais celui-là, alors, faut savoir aussi que j'ai subi un incendie en novembre 2021, le 26 novembre 2021 pour être précise. Cet incendie, on m'avait dit que ça s'appelait une purification chamanique. Et ben voilà. C'est-à-dire, en gros, on purifie de tout et vous n'avez plus rien. Et c'est comme une seconde naissance. Vous n'avez plus rien, donc vous renaissez à nouveau dans ce monde. C'est en gros un peu ce que j'ai subi. Donc là, je vais vous montrer, ça c'est mon autre tambour. Donc j'en avais un avant où il y avait un jaguar dessus, que du coup j'avais fait faire en Sologne. Je dis bien j'avais fait faire. Et même si je l'avais fait, il y a beaucoup d'hommes médecine. Ouais, c'est pas fait. Enfin, oui, je comprends que tu connais un chaman d'Amérique qui pratique avec les plantes, et tant mieux. Et j'espère que c'est quelqu'un de sérieux, parce que c'est vrai que ce genre d'expérience, j'aimerais la faire, mais je veux vraiment être accompagnée, parce que je veux pas n'importe qui. Ça sera peut-être un jour où j'irai là-bas, mais c'est très intéressant. Donc, ce tambour-là, je l'ai fait, on va dire, de A à Z. La planche de façon vraiment chamanique, du tannage de la peau jusqu'à ponçage de la planche, etc. Oui, oui, oui. Le ponçage de la planche, mise dans l'eau pendant je ne sais pas combien de temps pour la ramollir. Enfin bon, vous voyez tout le topo. Donc ce tambour-là, il a été fait après mon incendie. Chez mon ami Bruno, que je présenterai, j'espère pouvoir caler une date pour vous le présenter, qui fait des tambours, qui fait de l'hypnose, et du coup pendant l'hypnose, on nous a demandé de rencontrer l'esprit de la peau de tambour. Coucou Émilie, l'esprit de la peau de tambour, et moi je ne savais pas, j'avais choisi une peau vraiment au hasard, et dans le voyage que j'ai fait, je me suis aperçue que je pensais que c'était une peau de chevreuil, et au final c'était une peau de biche, et je voyais une biche qui m'expliquait concrètement comment remarcher à nouveau comme si j'avais été un nouveau-né. C'était assez intéressant, avec des symboles que j'ai mis sur mon tambour. Notamment le symbole du losange violet. Le losange violet, c'était que on m'expliquait qu'en gros,
j'étais au centre de la tornade et que qu'il fallait que je prenne la voile. Enfin bon, c'était un peu compliqué à vous expliquer, mais en gros, c'était ça. Donc, le tambour, c'est une chose, les plantes, c'est une autre, le hocher, c'en est encore une autre. Vous avez plusieurs techniques de voyage. Donc voilà. Donc voilà, c'est comme ça que ça se fait. Moi, j'ai pas fait les plantes, j'ai préféré rester sobre et voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce qui s'est passé d'autre dans ma vie? Parce que je vous posais pas beaucoup de questions, alors j'essaye de vous parler un peu de tout. Donc, je disais aussi que le chamanisme, ça fait partie de mon quotidien. Comme je considère que tout a un esprit, je suis obligée de demander avant de cueillir une plante. Alors malheureusement, je suis des fois obligée de passer la débroussailleuse chez moi. Et parfois, je suis bien obligée d'aller rencontrer, de demander gentiment si c'était possible de couper un petit peu, parce que là, c'est la forêt vierge. Mais en gros, ça fait partie de votre quotidien. Puis, au fur et à mesure, en fait, des temps, je suis arrivée au rêve éveillé, qui n'est ni plus ni moins qu'un voyage chamanique accompagné. Donc du coup, maintenant, je suis dans la thérapie du rêve éveillé, où j'aide les gens à faire leur propre voyage intérieur et je les accompagne à faire leur voyage. C'est-à-dire que je pose des questions et en fait, c'est leur inconscient qui travaille. Et c'est-à-dire que ça permet de désamorcer un peu des situations avec leur inconscient. Il y a eu un moment où j'ai eu un gros doute dans ma vie. C'était juste avant de venir ici, enfin pas très loin de quand je suis venue en Bretagne, venue vivre en Bretagne. C'était au moment. Tu peux baisser le son, hein, s'il te plaît. Quand je suis venue vivre en Bretagne, j'ai eu une pneumonie. Mais alors une pneumonie, j'étais aux urgences. Et je me suis posé des questions sur ma légitimité chamanique. Et je me suis demandé si c'était vraiment ça, ce à quoi qui m'avait amené à ça. Et j'avais tellement de doutes parce que quand j'ai eu ma procédure juridique, quand je suis partie, ça a mis en doute un petit peu mon chamanisme. Et pendant la pneumonie où je plafonnais à 41 de fièvre avec des hallucinations, j'ai pas besoin de prendre des plantes pour ça. J'ai posé la question et j'ai eu une réponse immédiate et directe, comme quoi j'étais sur la voie et que c'était la bonne et que le chamanisme faisait partie de ma vie. Donc il y a eu pas mal d'événements comme ça. Il y a eu d'autres événements qui sont passés dans ma vie, du style des rêves, notamment après que je sois partie au Mexique. Il y avait des rêves intéressants. J'ai eu un rêve où je connaissais pas la cérémonie de l'émeraude. Alors il paraît que les hommes médecines, il y a très 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 longtemps, enterraient leurs morts et mettaient sur leurs yeux des émeraudes. Alors je ne sais plus à quoi ça servait. Je crois que ça servait à les aider à partir en fait vers la lumière. Et ils mettaient les émeraudes sur les yeux et les enterraient. J'ai donc eu un rêve dans ce style où j'étais une enfant indienne et je mettais des émeraudes sur les yeux de mon grand-père qui venait de décéder. Mais mon grand-père homme médecine, quoi. C'était pas mon grand-père dans cette vie. Et j'étais extrêmement bouleversée. Comme quoi, il y a un gros mélange entre les anciennes vies et les vies actuelles. J'ai compris aussi que le chamanisme était à moi quand j'ai fait aussi une hypnose régressive en test. Je me suis dit, tiens, on va faire une hypnose régressive. Et en fait, j'étais une femme médecine isolée du village. Ce qui était marrant, c'est qu'en Sologne, j'étais la dernière au fond de la forêt.
isolés du village, à qui on demandait des remèdes de plantes, etc. Sachant que les plantes ont toujours fait partie de ma vie aussi, puisque j'ai fait des études d'agriculture et d'environnement, et je me suis beaucoup intéressée aux plantes. Et puis, la preuve, j'ai pas mal traficoté avec les plantes, et je continue de traficoter avec les plantes. Voilà. Donc, c'est tout un protocole. Je pense que le chamanisme vient à vous, et c'est pas vous qui choisissez d'être chaman. Comme tu disais, il est né chaman. Bon, ça, après, pour les gens qui sont là-bas, c'est beaucoup plus évident. Il y a une chamane que j'affectionne beaucoup, qui est pour moi la seule chamane française que je connaisse, c'est Corinne Sombrin. Corinne Sombrin, qui a fait D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le film Un monde plus grand, qui est merveilleux, qui raconte un petit peu sa vie avec Cécile de France. Corinne Sombrin, qui était donc une journaliste. Il n'y a plus de réseau. Ah, c'est bon, excusez-moi. Corinne Sombrin, qui était donc une journaliste. Qu'est-ce qu'une hypnose régressive? C'est bien, pose une question. Alors, une hypnose régressive. Une hypnose régressive, c'est quand on vous met dans un état hypnotique pour vous faire rencontrer vos anciennes vies et tout ce qui était antérieur à vous. Donc, ça vous invite à aller dans vos anciennes vies. Donc, l'hypnose régressive, justement, m'a été dans une ancienne vie à moi où j'étais une femme médecine. Voilà. Ça a compris? Voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, donc Corinne Sombrin, qui est donc pour moi la seule femme médecine de France, qui était journaliste et qui donc va enquêter sur les hommes médecines et les femmes, enfin les chamans. Homme médecine, c'est la version américaine, et chaman, c'est la version mongole du mot. Il va voir une chamane, et la chamane se met à jouer du tambour, et d'un seul coup, Corinne Sombrin se met à faire le loup et à être en transe, et elle se réveille, elle se demande ce qui se passe, et la chamane lui dit qu'est-ce qu'une autre chamane fait chez moi dans ma hutte. Donc c'est là que Corinne Sombrin s'aperçoit qu'en fait elle était véritablement une chamane. Ce que j'aime beaucoup dans cette histoire, bisous Cathy, ce que j'aime beaucoup dans cette histoire, c'est que les capacités chamaniques agissent sur ont une action sur les capacités neurologiques. Corinne Sombrin a fait beaucoup de tests où quand elle est partie en transe, elle s'aperçoit que techniquement ou scientifiquement, elle est dans un état de bipolarité, de schizophrénie mélangée, ainsi que plein d'autres troubles du mental. Ce à quoi je me dis que au final, peut-être que régler quelques troubles bipolaires et schizophrènes peuvent être réglés par un chaman. On dit aussi que ceux qui sont fous ne sont pas si fous, ce sont des hommes médecine en devenir, et qui n'ont pas su être accompagnés comme il fallait. Donc voilà un petit peu pour vous raconter toute l'histoire. Et puis aujourd'hui, ça fait toujours partie de ma vie. J'ai ralenti le rythme un petit peu, j'ai repris quelques cercles de tambour parce que j'adore, lorsque nous faisons des cercles de tambour, partager des choses, et qu'en plus, pendant les cercles de tambour, une information circule, la personne en face a une autre information, et ainsi que l'autre personne, et ainsi de suite, ce qui fait qu'il n'y a jamais de hasard à la vie. Voilà. J'essaye je pense que je vous ai tout dit. Je ne sais plus si je vais vous raconter autre chose. Voilà. Donc voilà. J'espère que vous avez des questions. Les animaux totems. Alors les animaux totems, c'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Nous avons 9 animaux totems dans notre vie. Le premier est celui de naissance.
Celui de naissance, c'est le premier qui s'invite à votre naissance. C'est celui vraiment le premier guide. Et lui, il évolue très peu, alors que les autres peuvent évoluer. C'est lui qu'on va rencontrer la première fois quand on va aller dans le monde d'en bas. Quand on va aller dans le monde d'en bas, on va aller descendre. On ne va pas dans les enfers, on va descendre en bas. Donc les animaux totems, on descend en bas, alors quelle que soit la manière de descendre. On descend par l'air, par la grotte, par une rivière, quel que soit le chemin dans lequel on... D'ailleurs, le chemin est important. Et on descend rencontrer son animal totem. Son animal totem, quand on l'a rencontré, c'est peut-être pas forcément lui, c'est peut-être un autre animal qui va vous emmener à votre animal totem. Donc il faut toujours poser des questions. Alors il faut savoir que quand chamanisme, on est un petit peu débrouille-toi. C'est-à-dire que c'est personne qui va nous dire ce qu'il faut poser comme question, c'est à vous de poser les bonnes questions. Donc tu rencontres ton animal totem et tu vas lui demander est-ce que c'est bien lui ton animal totem. Et généralement ton animal totem se présente sous une forme particulière. Non seulement tu vas le voir tous les jours régulièrement dans ta vie, sur un camion, dans un bouquin, etc. Et deuxièmement, il va se présenter sous une forme particulière. Il va montrer une partie en gros plan de lui, soit une partie de truffe, soit une partie d'œil, une partie de plume, une partie de griffe, etc. Et là, tu sauras que c'est ton animal totem. Et à ce moment-là, tu sais que c'est lui. Allez, je voulais vous parler aussi de la roue de médecine, je vais vous en parler après. Quels sont les 9 animaux? Tu ne peux pas le savoir. Tu sais que quand tu fais un voyage chamanique, tu le sais. Donc au fur et à mesure, tu rencontres tes 9 animaux totems. Est-ce que ce sont les plus gros coups durs qui ont finalement généré des ouvertures vers tout ça? Alors l'ouverture vers tout ça, je l'avais déjà, je pense, comme je l'ai expliqué à ma naissance, quand je suis déjà morte une fois en tant qu'enfant. Donc ça a développé en moi des capacités médiumniques et donc des capacités d'homme médecine. Mais le plus dur, en fait, c'est de comprendre que en fait, j'étais... parce que c'est venu à moi, mais c'est quand j'ai eu le gros coup dur de ce qu'on appelle actuellement une obsession diabolique, qui a fait que je me suis retrouvée à être très très mal. Et c'est ça qui m'a permis de mettre des mots sur ce que je vivais, ce que j'avais ressenti, ce que je voyais. Je vais vous parler d'un truc que j'avais oublié de vous parler, ça s'appelle la roue de médecine. J'essaie de vous trouver une carte parce que du coup c'est pour ça que j'ai demandé les cartes. Alors il faut savoir que tout est cycle, hein, on est d'accord. La roue de médecine se présente de cette manière-là. J'essaie de vous en trouver une. La roue de médecine, elle est demandée au chef médecine, par exemple, quand est-ce que je vais pouvoir déménager? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je déménage? Par exemple. Voilà. Attends, je comprends pas ta question, Karine. Peut-on commencer à pratiquer seul avec son tambour? Ça, oui, c'est ce que je t'ai expliqué. Même avec une piste de lecture, comme je te l'ai expliqué, de Sandra Ingermain, je te donnerai les références, je vous mettrai les références au-dessus de mon truc, de Sandra Ingermain. Si pour partir, le rhume du tambour doit être rapide, ça veut dire... Le rythme, alors, c'est peut-être pas le rhume, ça serait peut-être plutôt le rythme. Peut-être que tu as un rhume, c'est peut-être ça l'idée. Le rythme du tambour doit être rapide. Non, pas forcément, c'est pas obligé. En fait, c'est pas obligatoire. Généralement, quand tu voyages, le rythme de notre tambour doit être très régulier. C'est à la fin qu'il est très rapide pour que tu reviennes. C'est justement à ce moment-là qu'il est le plus rapide. Par contre, chez les chamans mongols, le rythme peut être très rapide dès le départ et après s'arrêter. C'est chacun voit sa manière. Mais il n'y a pas une question de rythme. Voilà. Y a-t-il un côté sombre dans le chamanisme? Oui, il y a un côté sombre dans le chamanisme. D'ailleurs, il y a un guerrier qui s'appelle Gengis Khan et qui demandait régulièrement à des chamans pour la guerre. Et c'est pour ça que toutes ces conquêtes de guerre ont été couronnées de succès, parce qu'il faisait appel aux chamans qui n'étaient pas du bon côté pour demander comment gagner cette guerre et comment attaquer.
Voilà. Et à chaque fois, il avait toujours l'accord du chaman et l'explication du chaman de savoir comment on fait, etc., pour de quelle manière, etc. Et donc, Gengis Khan faisait appel à des chamans. D'ailleurs, lui-même était un chaman noir. Donc, la roue de médecine. Voilà, ça, c'est une roue de médecine. Bon, en Lakota, la roue de médecine, elle est donc de cette manière-là, avec les 4 directions. Les 4 directions qui ont une couleur. Donc l'Est, c'est l'Est, l'Ouest. Le Nord, c'est blanc. Le Sud, c'est jaune, si je ne me trompe pas. L'Est, c'est rouge. Et l'Ouest, c'est noir. Donc, du coup, et vous avez aussi dans la roue de médecine le vert qui représente la nature, Gaïa, et le bleu qui représente le ciel. D'ailleurs, on dit toujours en Lakota qu'on est né avec une couleur. Moi, ma couleur de prédilection, c'est le jaune. Donc, c'est voilà, c'est ma couleur de prédilection. Donc, on fait une roue de médecine souvent pour, voilà, j'ai besoin de savoir comment je peux faire pour vendre cette maison et quand est-ce que je vais un jour déménager, etc. Donc, on a les 4 directions. Dans ces 4 directions, dans la roue de médecine, on met les 4 éléments. Et il faut savoir que c'est au tambour qu'on va vous dire si là, il y a l'eau, là, il y a la terre, là, il y a le feu, il y a l'air. Et à ce moment-là, et puis dans ces 4 éléments, on va vous donner 4 animaux totems. Le feu serpent, par exemple, l'air éléphant, l'eau, voilà. Et vous mettez dans cette roue de médecine le feu serpent, un serpent avec quel feu? Alors, vous imaginez un serpent, vous le dessinez, vous mettez le feu avec le serpent, donc la bougie, vous mettez de la terre avec, par exemple, l'éléphant ou la tortue, vous mettez l'air avec le lièvre, par exemple. Donc l'air, c'est un bocal avec de l'air dedans. Et vous mettez de l'eau, voilà, pour symboliser les 4 éléments et symboliser les 4 animaux. Et on va vous dire de positionner votre début de projet sur un des éléments. Si par exemple vous êtes au tout début de l'élément, vous êtes au niveau de l'Est. Si vous êtes au niveau de l'Est, bah, vous avez commencé à entamer les démarches pour vendre la maison. Et au fur et à mesure, on va vous dire, voilà, vous arrivez au feu du serpent, et donc le feu du serpent va vous dire, par exemple, eh ben, il faudra que tu apprennes à transmuter des choses au sein de ta maison, ou brûler des choses dans ta maison, par exemple, voilà, et qui ne sont plus nécessaires, c'est-à-dire les enlever, pour pouvoir faire que ta maison soit purifiée, pour pouvoir la vendre. Puis tu arriveras, par exemple, à la tortue de terre, qui te dira que tu n'auras pas le choix que d'attendre et de faire les choses petit à petit. C'est un exemple, hein, petit à petit, et de façon très très lente, pour pouvoir vendre ta maison. Et puis, tu arriveras au lièvre, le lièvre d'air, là, qui te dira, bah, par exemple, il faudra qu'à un moment dans ta vie, donc arriver à l'ouest, et à l'ouest, ça peut être, donc l'est, c'est la saison du printemps, l'ouest, c'est la saison de l'automne, donc arriver à l'automne, il faudra que tu te dépêches dans cette saison-là à mettre en vente cette maison, donc ça te dit aussi quand est-ce qu'il faut que tu mettes en vente la maison, en saison d'automne, par exemple. Et à ce moment-là, bah, tu mettras tout en place pour te dépêcher, pour mettre en vente ta maison. Et en gros, ton petit projet, en fait, il tourne et il te donne des informations au fur et à mesure de ce qu'il faut que tu fasses dans ta maison pour que tu puisses vendre ta maison, par exemple. Voilà l'histoire de la roue de médecine. Donc la roue de médecine était utilisée par une grosse majorité des hommes médecine pour pouvoir réaliser un projet. Donc les projets, ça peut se faire de cette manière-là. Voilà. Donc c'était ça que je voulais vous dire. Voilà. Et Karine, si tu as envie de taper fort, et ben justement, tape fort. Ne te laisse pas savoir qu'il y a un moment quand tu joues du tambour, tu as vraiment l'impression que c'est plus toi qui joues du tambour. C'est-à-dire que tu te laisses emporter parce qu'il faut savoir que ça fait mal au bras quand même de jouer du tambour. Et à un moment, quand tu joues du tambour, et ben à force tu te laisses emporter. Il faut lâcher en fait. Il faut que tu lâches parce que c'est quelqu'un d'autre ou t'es poussé par une force qui te fait taper du tambour. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ?
J'espère que j'ai répondu à toutes tes questions, Karine. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais attendre un petit peu. Donc, on n'a pas besoin de s'habiller avec des plumes et tout ça pour pratiquer le chamanisme. Le chamanisme, ça fait partie de votre vie, c'est comme une religion. J'aime pas dire le mot religion, mais c'est un peu ça. Non, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Comment se déroulent tes séances de tambour et de rencontres? Alors, mes séances tambour, c'est-à-dire mes séances tambour de... Alors, je fais pas de soins au tambour, tu sais très bien. Hein. Je fais des soins en rêve éveillé. Sauf la dernière fois que j'ai fait un soin rêve éveillé et tambour. Où la personne était plutôt ouverte sur le sujet et avait besoin d'informations supplémentaires. Il m'arrive parfois de faire des rêves éveillés et après une séance de tambour. Tout simplement, tu t'inscris et j'ai proposé des cercles de tambour dans la région Brocéliande avec plusieurs dates. Il y a 4 dates, dont les diurnes et les nocturnes. Ce qui est très intéressant, c'est les nocturnes, parce que les nocturnes, on est complètement déconnecté de la réalité. Et du coup, en nocturne, on est obligé de lâcher le mental. Donc, j'invite souvent les gens à faire des nocturnes parce que c'est super intéressant. Qu'est-ce qu'un rêve éveillé? Je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est ce que j'explique. Donc, c'est un voyage chamanique accompagné. Alors pour moi, je le vois comme ça. Après, il y a eu Carl Jung qui a mis sa petite patte et il y a eu des écoles du rêve éveillé qui a mis sa petite patte en disant que c'était eux qui avaient inventé la chose. Tout simplement qu'au départ, ils se sont servis des histoires des chamans, des voyages chamaniques pour faire du rêve éveillé. Et ça vient au départ de Carl Jung. Carl Jung, qui d'ailleurs, on connaît Freud, mais on connaît aussi Carl Jung, qui est un autre psychanalyste, qui lui a beaucoup côtoyé les hommes médecine et justement s'est servi de cette expérience pour la psychanalyse. Et donc le rêve éveillé, c'est ni plus ni moins que la continuité d'un voyage chamanique accompagné. Comme je l'expliquais, c'est un voyage chamanique accompagné. La personne est en état de conscience modifié, c'est-à-dire en état θ, comme je l'ai expliqué. Et à ce moment-là, la personne, c'est son inconscient qui parle, et moi je suis là pour l'accompagner, la guider, pour faire sortir ce qui ne va pas à l'intérieur de lui. Voilà, en gros. Mon tambour, c'est du cheval, et j'ai l'impression que c'est lui qui veut galoper. J'ai compris que je dois pouvoir rentrer en communication avec lui. Et ben voilà, c'est ce que je t'avais expliqué tout à l'heure. Quand j'ai fait mon tambour de biche, il a fallu que je rentre en contact avec l'esprit de la peau. J'ai perdu mon rêve éveillé. Ah, je l'ai peut-être encore. Je vais regarder dans mes archives si je l'ai. C'est lui qui veut galoper. Bah oui, je comprends. Je comprends. Alors, il faut savoir que la peau, quand même, c'est... la peau, c'est très sensible à la température. Donc, je vous conseille aussi d'avoir un tambour en synthétique si vous faites beaucoup d'extérieur, parce qu'il y a des moments quand il pleut, bah c'est vrai que le tambour ne tient pas. Et bah Karine, il faut que tu prennes tes petits bras et puis il faut que tu y ailles. La Kundalini, ça n'a rien à voir avec le chamanisme. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est l'énergie qui monte en serpent et qui redescend et qui part de la base du chakra de base et qui monte jusqu'au chakra couronne. Et c'est à ce moment-là que tu as ce qu'on appelle l'éveil. Ça peut être lors d'un acte sexuel ou alors ça peut être aussi d'une autre manière, aussi dans une méditation. C'est pas quelqu'un, c'est un état d'être. Oui, c'est ça, exactement. Oui, Karine, il faut que tu t'y mettes, hein, puisque si tu es appelée, c'est le moment.
Et tu peux rencontrer toutes les parties, tu peux aussi rencontrer l'esprit de ton cheval, justement. Alors le cheval, moi j'en avais un en cheval, et il était assez sensible. Quelles sont les dates de cercle de tambour? Bonne question, je les avais toutes mises. Je les avais mises quelque part. Attendez, faut que je reprenne mon agenda. Généralement, j'ai mis ça, je crois, le samedi, je suis pas sûre. Tac, tac, tac. Alors, j'en ai mis un le 4 octobre, samedi 4 octobre, dans la journée, dans l'après-midi, en diurne. En nocturne, le 18 octobre. Je remettrai les dates. Le 1er novembre, à la Toussaint, je me suis dit que vu que ça sera la période des morts, c'est génial d'aller faire un petit peu de tambour, mais ça sera en plus en nocturne. Voilà. Et dernière date, une autre diurne le 22 novembre. Voilà, il y a 4 dates de machin que je vous remettrai à nouveau sur le live. Voilà. Je t'en prie, Karine. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc les cercles de tambour sont ouverts à tous, hein. Ça ne sera pas uniquement de féminins. Et ça se déroulera dans le secteur de Brocéliande. Soit, s'il fait beau, nous allons aller dans les menhirs de Montautneuf. S'il fait pas beau, nous resterons dans ma salle de soins à préparer tout un truc avec des bougies, etc. Avec partage de repas le midi ou le soir. Voilà. Karine, oui, il faut que je te retrouve le réveillé, il faut que je me le note. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Oui, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre, à moins qu'il y ait d'autres questions. C'est assez complet, bon, d'accord. J'ai essayé de vous synthétiser un petit peu ce que je pensais du chamanisme. Mais comme je vous ai toujours expliqué, c'est pas vous qui allez chercher le chamanisme, c'est le chamanisme qui vient à vous. S'il n'y a pas de hasard. Ah oui, la première fois, c'est vrai que j'avais oublié cette anecdote. Quand j'ai commencé le chamanisme, avant de commencer même le chamanisme de façon pas autodidacte, mais entre le moment où j'étais autodidacte et le moment où j'ai fait des stages vraiment chamaniques, il y a eu un corbeau qui s'est approché de moi et qui n'arrêtait pas de me suivre. Et là, je me suis dit, c'est bon. J'ai regardé la symbolique du corbeau, je me suis dit, bon, là, c'est un appel, quoi. Il faut vraiment que je trouve une solution pour faire quelque chose. Est-ce qu'il arrivait qu'une personne ne puisse pas réussir son rêve éveillé? Alors, oui. Oui, parce que c'était une personne enfermée dans son mental et qui n'avait pas envie d'avancer et qui voulait que par magie, j'essaye d'avancer à sa place, ce qui n'est absolument pas possible puisque c'est pas moi qui avance, c'est vous. Ouais, je vais essayer de te regarder ça, je te le retrouver. Je suis pas sûre. Qu'est-ce qui t'a attiré faire le chamanisme? Bah, il n'y a rien qui m'a attiré, c'est lui qui est venu à moi. Qu'est-ce qui m'attire le plus dans le chamanisme? C'est le contact avec la nature et c'est le fait de vraiment être connecté à la nature et de connecter que tout a un esprit et que ça permet de... Il y a 1000 possibilités, qu'on peut faire des milliers de choses avec le chamanisme et qu'on peut, on peut faire, on peut répondre à plein de questions avec le chamanisme. Et aussi bien pour sa vie que pour la vie des autres. Et, et ce qui m'interpelle le plus, c'est ce côté que j'aimerais faire, mais j'en suis pas encore là. C'est de travailler sur le côté neurologique et psychologique, dans le sens où les gens qui ont des crises de schizophrénie, de bipolarité, etc., devraient rencontrer un chaman pour les aider à remettre les choses au clair. Ah, Capron, la plus grande fierté, j'en ai pas. J'ai pas de fierté en fait par rapport à ça. J'en ai pas du tout. J'ai pas de fierté en fait. Ce que je m'aperçois surtout, c'est que
La plus grande chose qui me rassure, c'est que quand j'ai un doute, j'ai toujours un petit rappel qui fait que je sais pas si j'appellerais ça une fierté, mais en tout cas, parmi mes guides, il y a un homme médecine que j'aimerais rencontrer et qui, je sais où il habite. Et ça a été assez marrant parce qu'il m'a donné l'information. Alors, vous allez me dire, il y a des endroits où c'est vachement large, mais c'est comme si il me disait, j'habite à tel endroit, j'habite au Pérou, pas très loin du lac Titicaca dans cette réserve-là, et qui me disait d'aller le rencontrer. Alors, je sais même pas s'il existe en vrai. Je sais pas, mais en tout cas, moi, ce que je fais, c'est que ce que je vois, c'est un petit bonhomme avec des plumes rouges et qui a le sourire jusqu'à là et qui est un beau personnage qui d'ailleurs m'a quitté après l'incendie et que j'ai retrouvé il y a pas si longtemps, comme si c'était les retrouvailles. Il n'y a pas de fierté en chamanisme, il n'y a pas du tout de fierté. Et je ne suis pas encore à ce niveau-là. Alors oui, bah oui, Karine, parce que c'est vrai que quand je t'avais raconté, j'ai raconté un petit peu que pendant ma première lutte de sudation, j'ai fait une crise d'asthme parce que je suis une ancienne asthmatique. Mais ça a été la plus belle expérience de ma vie en fait, parce que j'ai appris à lâcher le mental. Et quand tu apprends à lâcher le mental, tu ouvres des capacités, tu ouvres champ à une intuition énorme. Il faut pas avoir peur. En fait, on dit qu'il faut pas pratiquer les luttes de sudation à partir du moment où tu es cardiaque. Voilà. Mais pour le reste, tu peux y arriver. Bah déjà, est-ce que tu as fait des hammams? Déjà, essaye. C'est rien du tout les hammams hein, comparé aux huttes de sudation. Mais essaye pour voir déjà et ce que ça donne. Et en fait, l'avantage, c'est que quand tu fais des huttes de sudation, alors après, ça dépend des voies. Hein. Moi, j'ai suivi la voie rouge Lakota, puis une fois, j'ai testé la voie amérindienne centrale. Mais amérindienne centrale, tellement, j'ai tellement, la voie rouge Lakota est tellement hard que je me suis fait chier à la voie Amérique centrale. Euh, mais du coup, peut-être c'est plus doux avec quelqu'un qui pratique plutôt côté Amérique centrale. L'inconvénient, c'est que dans l'Amérique centrale, j'avais trouvé qu'on avait chanté en espagnol et j'en avais rien à faire de chanter en espagnol. En fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était les chants Lakota et l'énergie des chants Lakota et de jouer du tambour et de respirer l'air humide, etc. Du truc. Mais voilà. Le sauna, c'est mort. Ah ouais. Ouais, mais le sauna, c'est de l'air sec. Donc là, ça sera pas de l'air sec, ça sera de l'air humide. Sachant que le sauna, c'est sec, si je me souviens bien. Alors que le hammam, c'est humide. Alors que la hutte de sudation, c'est humide. Donc si tu arrives au hammam, c'est que ça devrait aller. Ça devrait aller. Mais sachant qu'il faut que tu attendes quand même à quelque chose d'un peu plus hard. Sachant que si par exemple vous êtes 25 dans une hutte, la hutte elle est pas grande et vous êtes un peu accumulés les uns sur les autres, il faut aussi savoir. Alors un conseil, Karine, rapproche-toi plus de l'extérieur et quand il y a un problème, tu te mets sur la terre et tu respires la terre. Enfin, tu te mets vers le bas et parce que si tu fais une crise d'asthme, vaut mieux que ça soit comme ça. Et ne te mets pas vers les pierres parce que plus tu te mets rapproche des pierres, plus c'est chaud, plus des fois ça peut être insoutenable et t'as aucun moyen de respirer. Plus côté mongol, d'accord, ok. Ouais, c'est une autre technique, ok. Ok, c'est pas la même technique. Je connais pas le côté mongol. Je connais Amérique centrale et Amérique du Nord, mais je ne connais pas la hutte de sudation mongole. Je ne sais pas du tout comment ça se passe. Ça serait intéressant de le savoir. Tu nous donneras ton expérience. Ça peut être intéressant. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions? 1h11. 1. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je clôture le live? Après, si vous avez des questions en MP, il ne faut pas hésiter. Je vous mettrai des références de livres qui sont super intéressantes sur le live. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas ce soir, peut-être pas demain, mais en tout cas, voilà.
Bon, bah, je crois qu'on a fini, on a clôturé. Bah voilà, je vais vous faire des gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que tout ce que je vous ai raconté vous a pas trop pris la tête et que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions en MP si vous avez des questions. Et puis, ben, si vous êtes dans le secteur de Brocéliande, ben, venez me voir pour des élucidations ou pour des expériences individuelles de voyage chamanique, pourquoi pas. Et donc, je pourrais vous montrer un petit peu comment voyager. Voilà. Je vous embrasse tous et je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à partager ce live, bien sûr. Je vais mettre ce live sur YouTube, sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Sève, Racine et Esprit, pour ceux qui ne connaissent pas. Et n'hésitez pas. Et puis, ben voilà, tout simplement, je vous fais des gros bisous et je vous embrasse très fort. Bonne soirée à tous.